Bonjour, bienvenue à toutes. C'est chouette de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Merci d'être là. Donc pour commencer, merci beaucoup à nos sponsors, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Et ensuite, je voulais vous donner un petit peu de contexte. Ce contenu a été créé pour un événement pour la Place des Grenouilles. La Place des Grenouilles, c'est une association que j'ai cofondée avec Florence Chabanois. Et en fait, le but, c'est de pouvoir proposer un espace safe et inclusif qui nous permet de discuter, de réfléchir sur nos façons de travailler, de raisonner, de fonctionner en général. Et le but, c'est de se déconstruire, de se reconstruire, sans aucune limitation ou injonction de genre. Donc nos 4 valeurs sont le questionnement, l'inclusion, l'équité et la bienveillance. Pour commencer, peut-être un petit disclaimer, et pour vous introduire aussi le premier terme de ce lexique, la misandrie. Je ne suis pas misandre, si ça peut vous rassurer. Donc la misandrie, c'est la haine ou la peur de la masculinité hétérosexuelle. C'est un terme qui est très utilisé par les masculinistes pour décrédibiliser le discours féministe. En réalité, il y a très très peu de femmes qui se revendiquent misandres. Et en général, il s'agit de discriminations très ponctuelles. On ne parle pas de choses généralisées, structurelles, systémiques. Donc, ce n'est pas du sexisme. Mais donc, qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est un terme qui a été proposé par une professeure à l'université en 1965. Elle a voulu dénoncer le fait qu'au sein d'une communauté de professeurs de littérature, on valorisait surtout le travail de poètes hommes. Et elle disait, c'est dommage, on ne parle pas beaucoup de poétesses, de poètes femmes. Et en fait, vous appliquez le même genre de discrimination que sur la race, mais sur le sexe. Donc elle a inventé ce mot pour dénoncer cet ensemble de croyances que les hommes et les femmes sont supérieurs, que les hommes sont supérieurs aux femmes, et donc ces croyances-là, mais aussi tous les comportements, toutes les discriminations qui vont en découler. Beauvoir a rapporté ce terme en France en 1973. Elle le mentionne dans la revue Les temps modernes. Et on peut distinguer 2 types de sexisme. Le sexisme hostile, que vous arrivez probablement à identifier facilement. Ça va être des commentaires, des remarques franchement hostiles, dégradantes, des injures, etc. envers les femmes ou des attributs féminins. Mais il y a aussi un sexisme bienveillant, qui est quand même vachement plus insidieux, parce qu'il y a cette espèce d'ambivalence. C'est OK, oui, il ou elle d'ailleurs a dit ça, mais ça semble partir d'un bon sentiment. C'est plutôt quelque chose de positif. Par exemple, oui, mais en fait, vous, les femmes, vous êtes plutôt douces. Donc ça, c'est pas quelque chose d'hostile, donc ça va être plus difficile à repérer, plus difficile à contrer. Et le pire, c'est quand une personne adopte ce sexisme à la fois hostile et bienveillant. C'est là où ça brouille vachement les pistes, et c'est assez fréquent. Un exemple, c'est de dire que, mettons un manager qui recrute, qui va voir sa candidate dans le hall de l'entreprise, qui va la faire passer en premier. Donc cette galanterie, la galanterie, c'est du sexisme bienveillant. Et qui finalement, après, va décider de ne pas lui donner le poste parce qu'elle avait quand même un caractère assez franc, assez péchu, peut-être un sale caractère, et qu'elle semblait peut-être difficile à manager. Là, c'est cette même personne qui applique en fait, un certain nombre de préjugés dans son jugement envers cette femme. Et donc, le fait que les deux coexistent, ça a un effet redoutable. Patriarcat. Est-ce que quelqu'un dans la salle, qui dans la salle serait en mesure, ce ne sera pas une interro, mais serait en mesure d'expliquer ce terme ? Ok, il y en a un, super. Donc on peut le définir comme un système à la fois politique, juridique, social,
où les hommes vont tirer bénéfice de l'oppression des femmes. Ça a une origine hébraïque. Littéralement, ça veut dire le commandement du père. Et ça repose donc sur le fait que, enfin, sur l'idée que le père fondateur va pouvoir s'octroyer un certain nombre de droits sur la nature, sur des animaux, sur les enfants, sur les femmes. Ça a été repris, ce terme qui avait un autre sens au départ, à la fin des années du 19e siècle, puis ensuite dans les années 70, par les féministes, justement pour dénoncer ces discriminations, cette domination masculine, pour l'expliquer comme un phénomène non pas naturel, biologique ou autre, mais comme un phénomène réellement social, donc de cette domination masculine sur les femmes. Christine Delphi, une sociologue française, dit que l'oppression des femmes fait système. Donc, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la systémie. Je pense que vous évoluez tous et toutes dans des environnements complexes. Donc, vous vous rendez bien compte que l'idée quand on parle de discrimination que les femmes ou d'autres minorités subissent, l'idée, c'est pas de les envisager dans leur unicité, mais c'est de faire un zoom-out, de prendre de la hauteur et de comprendre les liens qu'il y a entre toutes ces différentes discriminations et oppressions. Et donc, le féminisme, a priori, tel que je l'entends, en tout cas moi, la volonté, c'est de renverser ce système patriarcal, c'est de lutter, de se regrouper pour réfléchir à des façons de définir et de promouvoir l'égalité, qu'elle soit politique, économique, culturelle, sociale, peu importe, dans tous les domaines, entre toutes les personnes, sans que les rapports soient définis par le genre. Donc, les féministes, a priori, ne veulent pas renverser les rapports, ne veulent pas devenir les chefs de l'univers et dominer les hommes. Ce n'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, bon nombre de féministes estiment, moi comprise, que les hommes subissent aussi ce système, que l'injonction à la virilité, à une masculinité toxique, n'est bon pour personne, ni pour les femmes ou les enfants ou certaines minorités, ni pour les hommes eux-mêmes qui ne peuvent pas être qui ils devraient être ou ils pourraient être. Le genre, c'est un mot important. On parle de sexe, et souvent on utilise le mot sexe un peu à tort et à travers. On aimerait bien qu'on parle plutôt de genre. Le genre, c'est cette construction sociale, vraiment c'est ce qui est très important, c'est ce qui va différencier du sexe. Construction sociale, c'est un système binaire qui va catégoriser, hiérarchiser les sexes, oui, mais pas seulement, c'est aussi toutes les valeurs qui sont associées à chacun des sexes, et donc on parle de genre lorsqu'on parle de toute cette construction sociale. Et dans ce système de bicatégorisation, la femme est vue comme l'autre. Il y a cette notion de l'homme précède, il est à la fois supérieur et universel, et donc la femme est cette figure aliénée par cette domination masculine qui est culturelle. Quand on a l'impression, on a presque tous subi ces biais-là, quand on se dit que le sens de l'orientation, la pensée mathématique, c'est plutôt des attributs masculins, qu'on croit à l'instinct maternel, ou comme je le disais tout à l'heure, à la douceur chez les femmes, on se repose sur des biais genrés. En fait, au départ, les hommes et les femmes n'ont pas un meilleur ou un moins bon sens de l'orientation. Ça, c'est des croyances. Et donc, on se construit, tous et toutes, avec ces idées-là. Donc, il y a aussi beaucoup de sexisme intériorisé. En tant que femme, on va souvent se sentir peut-être moins capable de se repérer dans un espace parce qu'on nous a appris depuis jeune qu'il valait mieux reposer sur l'homme qu'on avait à côté de nous, ou pas d'ailleurs, de juste demander à un homme qui était plus enclin à savoir se repérer dans l'espace si on est un peu perdu. C'est un exemple. Et donc, c'est des choses qui s'apprennent. Quand Beauvoir dit qu'on ne naît pas femme, on le devient, c'est ça qu'elle veut dire. C'est qu'au départ, il n'y a pas cette catégorisation, cette hiérarchie entre les deux genres.
Et que donc ça s'apprend, elle part de la dialectique du maître et de l'esclave, développée par Hegel, pour dire qu'en fait, l'homme a une conscience impérialiste qui va chercher à dominer. Et donc, quand il va se retrouver face à d'autres hommes, il y aura un clash. Ça va être difficile parce que c'est un rival, c'est un égal. Donc ça va l'arranger de pouvoir trouver une catégorie de personnes qui pourraient être jugées comme inférieures pour pouvoir la dominer. Encore une fois, ce n'est pas biologique, c'est social. Les violences sexistes et sexuelles, que vous pourrez trouver parfois abréviées par VSS, c'est quand même un phénomène assez répandu. L'OMS estime que dans le monde, une femme sur 3 subit ou a subi des violences de la part de son conjoint, de son partenaire. Alors on peut se dire, ok, mais c'est les autres pays qui font baisser les stats. Et là, je vais essayer de titiller vos biais racistes. On en a toutes et tous aussi, je vous rassure. On essaie de déconstruire petit à petit. En France, 80% des salariés EES, disent qu'elles sont régulièrement confrontées à des comportements ou des décisions ou des croyances sexistes qui peuvent affecter leur confiance en elles, leur performance, leur bien-être. Donc 80%, c'est pas négligeable, je crois. Et donc, on peut définir ces violences sexistes et sexuelles comme l'oppression des personnes qui causent ou qui peuvent causer potentiellement des préjudices, des souffrances, qu'elles soient physiques, sexuelles évidemment, mais aussi psychologiques. Je crois que l'actualité politique récente pourra vous nourrir dans ces réflexions-là. Là où on estime que le conflit, c'est un débat, c'est une discussion d'égal à égal, par exemple un conflit entre deux hommes ou entre deux groupes d'hommes, on va parler de violence sexiste, quand il y a quand même un rapport de domination. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Je vais vous parler de choses qui relèvent de la sphère personnelle. Pourquoi j'en parle ici alors qu'on est plutôt dans un contexte professionnel? C'est parce que tout est lié. Je pense que vous le savez si vous vous intéressez à la systémie. Et en fait, le féminicide, le viol, c'est que ce qu'il y a de plus peut-être vu comme violent, visible, qui va plus nous atterrer ou nous impressionner, nous choquer. Mais en réalité, s'il y a autant de féminicides qui se produisent, et même en France, s'il y a autant de viols et d'agressions en tout genre, c'est parce que c'est permis par un certain nombre de choses qui sont jugées banales, normales, quotidiennes, courantes, qui sont acceptées dans la norme dans laquelle on vit. Donc le machisme ordinaire, le langage sexiste, les pubs, les représentations au cinéma. On pourrait parler de male gaze, par exemple. Des façons d'ignorer, de mépriser, d'humilier au quotidien. Mais parfois, c'est dans des petites choses, ça peut être juste des regards. Je me souviens d'une expérience professionnelle dans laquelle j'étais, et je travaillais dans un service, et à chaque fois que je prenais le couloir et que je le traversais et qu'il y avait le DSI de cette entreprise, il me regardait de haut en bas à chaque fois, tous les jours. Donc c'est qu'un regard, mais ça renvoie quand même à pas mal de choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ça s'inscrit dans un continuum de violence. Et qu'une blague, je mets bien les guillemets, une blague sexiste n'est pas qu'une blague sexiste. C'est une façon d'instaurer, de rappeler cette domination, d'essentialiser souvent les femmes, ou de les sexualiser. Je voulais faire un petit focus sur le harcèlement sexuel. Je vous invite à voir une conférence qui a été donnée à Mixit par une avocate, je ne me souviens plus de son nom, désolée, qui détaille ce phénomène-là. Alors elle parle de harcèlement de façon générale, mais aussi de harcèlement sexuel. Et on peut le définir, en tout cas la loi française le définit comme ça. C'est des propos ou des faits répétés à l'encontre d'une personne,
mais on peut aussi le concevoir dans le sens à l'encontre d'un groupe de personnes, soit dans le but d'obtenir des avantages sexuels. Donc là, c'est aussi relativement facilement reconnaissable par tout le monde. Mais ça peut être aussi pour porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou morale de cette personne ou de ce groupe de personnes. Quand on dit des propos ou des faits répétés, ça ne doit pas être forcément de la même personne. Dans une entreprise, mettons, dans un open space, je peux être, moi, mettons, je suis Caroline, développeuse, j'invente, et il y a, je ne sais pas, peut-être 8 autres développeurs, hommes, dans l'open space. J'ai pas besoin que ce soit toujours le même tartampion qui ait des commentaires un peu limites, douteux. Si c'est chacun son tour qui prend le relais, c'est le groupe des hommes qui répète ce genre de comportement. Donc ça rentre dans du harcèlement sexuel. Autre chose que j'ai appris justement cette année, grâce à cette conférence à Mixit, c'est que les faveurs sexuelles qu'on veut obtenir, ce n'est pas forcément pour l'auteur de ces commentaires, de ces propos, de ces agissements. Ça peut être pour le compte du copain. Donc il faut être quand même assez vigilante parce que ça brouille les pistes, en fait. Là où il y a des choses qui peuvent être très évidentes et très faciles à lire, il y a aussi des choses quand même plus insidieuses. Ça, je l'avais enlevé au départ, puis je l'ai remis. Je pense que c'est très important d'en parler, de l'expliquer. Ça peut se définir, la culture du viol, comme l'ensemble des croyances autour des violences sexuelles, autour des violences en elles-mêmes, autour des auteurs aussi, des agresseurs, et des victimes. Et donc, on va parler d'une culture du viol à une époque donnée, à un lieu donné. La culture du viol va évoluer au fil du temps. Elle va se transmettre de génération en génération. Et donc, c'est tous ces mythes, ces croyances, ces idées reçues qui se transmettent et qui permettent, justement, vous vous souvenez de l'iceberg, que ce genre de faits arrivent et qu'ils arrivent aussi souvent. Par exemple, la culture du viol, un de ses symptômes, c'est qu'on a cette croyance très très répandue que le violeur, c'est un inconnu méchant dans un parking peu éclairé la nuit qui va attaquer sa proie. Or, a priori, il y a une étude qui a été réalisée, en 2014 il me semble, uniquement 4% des viols sont commis par de parfaits inconnus. La plupart des viols sont conjugaux d'ailleurs, mais ça peut être un ancien petit ami, un copain, ça peut être quelqu'un de la famille, bref. Le spectre est assez large, mais en tout cas, le mythe du violeur inconnu dans le parking qui va brutaliser sa victime, ça nous arrange toutes et tous, ça nous empêche de nous regarder en face, ça nous aide à entretenir le fait que, cette croyance que le viol, c'est un comportement pathologique, que c'est à la marge, que c'est vraiment extraordinaire. Ça nous évite de voir qu'en fait, c'est hyper répandu, banalisé. Et c'est possible que vous ayez déjà violé ou que vos potes l'aient déjà fait. Vous ne saviez peut-être pas, au moment des faits, que vous étiez en train de violer. Ou pareil, les victimes, ils ne savaient pas qu'elles étaient en train de se faire violer. On en parle de plus en plus, c'est grâce à la parole qu'on peut se rendre compte de ce qui nous est arrivé, de ce qui pourrait nous arriver, de ce qu'on pourrait nous-mêmes faire. Donc je pense que c'est important d'en parler. 75 000 femmes sont violées chaque année en France. Ça fait une femme violée toutes les 7 minutes. Vous pouvez retenir ce chiffre, une toutes les 7 minutes. Il y a aussi des hommes qui sont violés, 2500 par an, la plupart du temps par des hommes. D'autres chiffres intéressants. Révélateur de cette culture du viol à la française. Presque la moitié des Français pensent qu'il suffit de frapper son agresseur pour ne pas se faire violer, 40% plus précisément. 20% pensent que les femmes peuvent prendre du plaisir
dans un rapport forcé, non consenti. Je vous laisse réfléchir à ça. 30%, un tiers des Français, ne sait pas que embrasser de force sur la bouche constitue une agression sexuelle. Et encore 20% des personnes pensent que lorsqu'une femme dit non, en réalité, elle pense le contraire. Je pense qu'on a du boulot à faire sur le consentement. Il y a quelque chose qui m'a assez frappée, c'était il y a quelques mois. Ève Simonet, qui est la réalisatrice d'un documentaire sur le postpartum, a déterré la plainte que sa mère avait déposée en 2001 lorsqu'elle elle-même avait 6 ans et qu'elle avait subi des agressions sexuelles. L'expertise psychologique avait évalué la petite fille, je cite, comme une jolie petite fille séductrice qui recherche l'attention. Donc, non seulement elle est sexualisée, alors qu'elle a 6 ans, pardon, mais à 6 ans, non. Mais en plus, c'est presque comme si elle l'avait cherché. Donc la gamine, quand on l'interrogeait, soit elle mentait, soit elle l'avait cherché. Il y a quand même un problème. Donc, la culture du viol, ça vise, je vous avais dit, il y a trois axes. 1, à déresponsabiliser les agresseurs, les violeurs. 2, à culpabiliser les victimes. 3, à invisibiliser ou minimiser les violences sexuelles. Des exemples. Ah oui, mais j'avais bu. C'est une excuse utilisée régulièrement par les hommes ou par d'autres hommes pour dire oui, mais il n'avait pas toute sa tête, il avait bu. Donc ça va pardonner une agression. À l'inverse, double standard, une femme s'est fait violer, oui, mais elle avait bu. Et là, ça va être à sa charge. Parce qu'elle devrait se protéger, elle ne devrait pas boire, parce qu'il y a de méchants agresseurs potentiels autour d'elle. Une façon d'invisibiliser ou de minimiser les violences sexuelles, c'est aussi de dire, par exemple, de dire que les viols conjugaux, c'est pas grave, parce que finalement, c'est notre conjoint, et qu'on a déjà eu des rapports consentis par le passé. Ben non. Et je trouve ça quand même assez paradoxal parce qu'on peut se dire que nos institutions, les lois nous protègent, qu'elles visent à diminuer les violences sexistes et sexuelles. Le problème, c'est que normalement, légalement, aujourd'hui, c'était pas la même chose du temps de Napoléon. On peut obliger personne à avoir des rapports, même au sein du couple. Néanmoins, ça peut être utilisé comme un motif de divorce. Donc il y a quand même une injonction un peu paradoxale. Je sais pas vous, moi je trouve ça un petit peu limite. Mansplaining, ça vous connaissez? Non? Qui connaît? Ok. C'est bien d'en avoir conscience. Là, sur l'illustration, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un homme qui explique qu'ils sont en train de déguster du vin rouge et que ça peut s'affirmer par la couleur rouge du vin. Moi, j'ai trouvé cette image très drôle. Pour illustrer cette habitude, cette propension des hommes à fournir des explications aux femmes, soit alors qu'elles ne l'ont pas demandé, soit de façon très condescendante. Et je pense que ça montre bien le degré de considération que ces hommes-là ont pour la personne, femme, qui se place devant elle. Très souvent, un homme va reprendre ou compléter la phrase d'une autre femme, un peu moins souvent d'un homme quand même. Il y avait 2 exemples assez drôles de mansplaining. Je ne me souviens plus du nom de cette autrice d'un livre sur le running qui expliquait cette anecdote. Elle prenait l'avion et donc elle commence à discuter avec son voisin parce que ça allait être quelques heures de vol. Et donc il lui dit qu'est-ce que tu as fait hier ou quelque chose comme ça ou ce matin. Et donc elle dit je suis allée faire un jogging. Et donc là tout de suite il s'exprime, il interrompt, il dit oui, mais je vais t'expliquer des choses, enfin peut-être pas comme ça, mais il enchaîne sur tout un tas de choses sur le running, sur les bonnes baskets, la bonne façon de courir, le bon timing, le rythme, etc. Et en fait, il dit oui, je sais tout ça parce que j'ai lu un bouquin là-dessus, l'air très savant.
Il s'avère que le bouquin avait été écrit par cette femme qu'il avait à côté d'elle. Donc il lui a expliqué son bouquin. Un autre cas assez retentissant de mansplaining, c'était un homme qui jurait, qui affirmait et n'en démordait pas que les femmes urinaient par leur vagin. Manterrupting, qui connaît celui-là? Bien. Donc c'est cette facilité, cette propension que les hommes vont avoir à couper la parole des femmes. En France, malheureusement, on n'a pas ce genre d'études, mais j'ai vu 2 études américaines. Une sur les juges de la Cour suprême, où on a justement évalué la quantité de fois que les uns ou les unes interrompaient les autres. Et donc, les juges de la Cour suprême américaine vont interrompre 3 fois plus leurs homologues femmes que les hommes. Autre étude qui disait que les hommes sont 30% plus susceptibles d'interrompre une femme, plutôt qu'un autre homme. Sexisme internalisé aussi, intériorisé. Les femmes auront tendance aussi plus facilement à interrompre d'autres femmes qu'elles n'auront tendance à interrompre des hommes. Ces mots-là, je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont similaires, c'est pour ça que je les ai mis sur la même slide. Bropriating et heap-eating, c'est donc une contraction de 2 mots, donc bro pour bro, brother, et appropriating, et heap-eating pour he, lui, et repeating, répéter. Ça désigne cette réappropriation d'une idée qui va être initialement proposée par une femme, et en réalité, ce que c'est, ce phénomène, ce que ça génère, c'est qu'on prive cette femme de la reconnaissance pour sa créativité, son analyse, son travail. Et c'est aussi facilité par le fait que les femmes sont aussi socialisées à ne pas trop prendre la place, la parole. Et donc j'ai trouvé aussi intéressant cette anecdote. Les femmes qui étaient dans l'administration Obama, donc qui travaillaient à la Maison-Blanche, ont remarqué que ça arrivait aussi dans leur équipe, avec leurs collègues hommes. Et elles en ont parlé. Et elles ont trouvé une parade, une tactique pour éviter ce genre de phénomène, qu'elles appellent l'amplification. Et ça consiste à répéter, par exemple, si on est dans une réunion, j'entends ma voisine qui lance quelque chose, et ça va être de répéter ce que ma voisine a dit tout en l'accréditant. Oui, Samantha à côté, là, j'aime bien son idée, ce qu'elle nous dit, c'est ceci, cela, etc. Et donc comme ça, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez redonner crédit aux personnes qui lancent des idées, ou rappeler que tel ouvrage a été écrit, par exemple, par aussi bien un homme qu'une femme. Et vous pouvez aussi inverser. Vous pouvez dire que ça a été écrit par cette femme et cet homme, pour éviter qu'elle soit oubliée. Le manspreading. Ça semble un peu plus anecdotique, peut-être moins grave. J'ai hésité à le mettre, parce que dans le lexique initial, il y a une 50aine de termes. Là, j'en ai sélectionné 20. Je le trouve quand même assez frappant, assez parlant. Le manspreading, c'est donc la contraction, la contraction de 2 mots. C'est cette habitude que les hommes vont avoir à s'étaler, à prendre l'espace, que ce soit dans un bureau ou une salle de réunion, aussi beaucoup et surtout dans les transports en commun. Et à côté de ça, encore une fois, nous, on a été, les femmes, sociabilisées à ne pas prendre trop de place. Et je trouve que c'est quand même assez parlant parce que ça montre aussi bien que les hommes ont tendance à prendre l'espace physique. Regardez une cour de récréation. Souvent, les garçons sont au centre et jouent à des jeux de ballon ou autres. Les filles sont dans des petits coins. Cette utilisation de l'espace physique, pour moi, il reflète l'espace aussi, le temps de parole, l'espace médiatique, etc. Donc pour moi, c'est quand même une façon très visible de comprendre un phénomène qui est plus large. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre 2 ou plusieurs féminins. Donc vous avez tous appris à l'école que le masculin l'emportait sur le féminin. C'est une des façons de rendre le langage oppressif.
Et donc, pourquoi je voulais vous parler de langage inclusif aujourd'hui, que je définis comme l'ensemble des attentions graphiques, syntaxiques, mais aussi de représentation, donc qui permettent d'assurer une parité dans ce masculin et ce féminin. Pour rappel ou pour info, cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, elle a été promulguée au XVIIe siècle. Avant, ce n'était pas comme ça. Et ce choix, il a été fait clairement pour des raisons sexistes, parce que le masculin est plus noble. Vous avez plusieurs façons d'être plus inclusif et inclusive dans votre langage, et dans le langage aussi bien écrit que parlé. C'est pas facile, c'est une gymnastique, on a appris depuis toute petite et toute petite. Ça se déconstruit petit à petit. Moi, j'ai commencé par l'écrit, j'essaie de plus en plus à l'oral. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai démarré, quand je suis montée sur scène, j'ai dit bonjour à toutes, ou bienvenue à toutes. Je ne sais pas si, messieurs, ça vous a... Il y a un truc qui a bugué ou pas. En tout cas, il y a une étude, plusieurs d'ailleurs, qui ont été menées donc, dans le champ des neurosciences, qui a analysé l'activité du cerveau et qui montrait que lorsque on utilise soi-disant le masculin comme neutre, il y a un bug. Il y a un truc qui ne va pas, on est obligé de se refaire la phrase. Par exemple, si je dis « Après le concert, les musiciens sont sortis au parc. Les femmes voulaient prendre leur veste. » C'est des microsecondes. Mais en fait, on est obligé de se refaire « Attends, les femmes, c'est d'autres femmes? C'est les femmes de musiciens? C'est des femmes publiques ?» Non, en fait, l'orchestre ou les musiciens, en fait, c'est en réalité des musiciens et des musiciennes. Mais on va bugger. Il y aura une suractivité neurologique à ce moment-là. Vous pouvez peut-être criser sur le point médian, c'est pas grave, ne l'utilisez pas. Il y a plein d'autres façons d'être inclusif et inclusive. Le langage épicène est assez large. Déjà, vous enlevez le mademoiselle, ça c'est juste pas possible. Ça fait 10 ans au moins que normalement on l'utilise plus. Ensuite, vous féminisez les noms de métiers. Par exemple, on dit mairesse, on dit autrice, on dit madame la ministre. Vous pouvez doubler, dire les musiciens et les musiciennes. Gardez en tête que ça peut être, pour rétablir un équilibre, pour être un peu équitable, vous pouvez d'abord dire les musiciennes et les musiciens, ou partir sur quelque chose de plus clair et net, dire on va vous donner les mots dans l'ordre alphabétique. Donc on dit par exemple les conducteurs et les conductrices, mais on va dire elles et ils étaient fatigués. L'accord de proximité, qui a été donc cassé au XVIIe siècle, c'est facile et ça sonne plus naturel en fait à l'oreille et pour le cerveau. C'est accorder l'adjectif avec le dernier mot. Et donc, si vous dites les musiciens et les musiciennes étaient fatigués, et ES, puisque le dernier nom commun, c'était musicienne. Et enfin, surtout, utiliser des termes épicènes. C'est facile d'utiliser humain au lieu d'homme. Ça ne devrait pas trop vous coûter normalement. Vous pouvez utiliser les personnes, les gens, etc. La charge mentale, donc un concept qui a émergé dans les années 80, qui a été popularisé par l'autrice de BD Emma, qui était développeuse au départ, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ces BD, elle vulgarise très très bien un certain nombre de phénomènes dénoncés par les féministes. Donc cette charge mentale, voilà un dessin d'Emma, c'est un travail permanent, épuisant et surtout invisible, donc très 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 ingrat, car non reconnu. Et on peut le définir comme tout ce travail intangible d'organisation, de coordination, de planification qui sont absolument nécessaires au travail visible. Tous ces travaux d'organisation, de planification, coordination, c'est des activités qui peuvent être valorisées dans le monde du travail. Ça va s'appeler chef de projet, ça va s'appeler manager, directrice ou directeur. Et c'est plutôt des métiers qui sont assez bien valorisés, en tout cas économiquement. Je veux dire, on a un bon salaire quand on est manager, directeur, directrice.
Or, c'est souvent pas reconnu, et notamment dans le foyer, tout ce travail d'organisation avant de réaliser les tâches ménagères, par exemple, les courses, etc. etc. Sur le lieu de travail aussi, très souvent, je ne dis pas toujours évidemment, mais très souvent, ce sont des femmes qui s'occupent de penser à la cagnotte pour l'anniversaire d'un ou une telle, ou pour le pot départ, etc., à prévoir le petit déjeuner, ce genre de choses d'anticipation et de care aussi pour l'harmonie dans le bureau. Les conséquences de cette charge, voire surcharge mentale, parce que c'est plus difficile quand elle est invisibilisée et non partagée, c'est que ça peut mener à du stress, à de l'épuisement, à de la fatigue chronique, à de l'irritabilité, voire à des trous de mémoire, de l'impulsivité, se dire ok, j'en ai marre, je lâche tout, le mari, les gamins et tout, j'en peux plus. Et un épuisement vraiment physique et psychique. Je vous invite à, si vous êtes en couple, messieurs, je vous invite à voir votre compagne, à lui demander si elle connaît ce concept-là, à lui demander si vous pouvez vous partager un peu mieux cette charge mentale. Mesdames, je vous invite aussi à expliquer, si vous êtes en couple hétéro, je vous invite à expliquer cette notion à vos conjoints. J'ai une petite question. Ah oui, ça c'était beau. C'était juste avant que je donne ce talk à Gilles. J'ai vu ce thread qui a fait scandale d'un monsieur qui estimait qu'en 10 ans, il avait fait des trucs extraordinaires, il avait réussi à faire un doctorat tout en ayant 6 enfants. Et il nous donne tous ses conseils pour arriver à accomplir cela. Et pas à un seul moment, il mentionnait sa compagne, la mère des enfants. Et donc, bon, il s'est pris un tollé, il a fini par supprimer le tweet. Tout ça pour arriver au travail domestique. Donc, c'est l'ensemble des tâches qui sont, encore une fois, évidemment, non rémunérées, minimisées, voire invisibilisées, qui vont porter à l'entretien du foyer ou des personnes dépendantes. Est-ce que je peux vous demander, là, les hommes qui sont en couple hétéro, de lever la main ? Ok, merci. Parmi vous, qui aide à la maison ? Ça vous choque pas, la question ? En fait, si vous aidez à la maison, ça veut dire que, de base, la responsabilité des tâches domestiques incombe à madame. Là, il y a déjà un problème. Si vous aidez, est-ce que vous aidez à 50-50 à peu près? Les partages des tâches semblent équitables? Levez la main si vous êtes à peu près à 50-50. Ok, il y en a quand même déjà moins. Vous qui avez levé la main, qui récure les toilettes? Ok, bien, ok. Très bien, on a un bon groupe de personnes ici, il y a de la qualité dans le public. Très souvent, en fait, les tâches les plus ingrates, celles qui sont récurrentes, vont être assumées par les femmes. Donc bravo. C'est l'INSEE qui avait fait une étude qui avait estimé qu'en 2010, il y avait 60 milliards d'heures qui avaient été dédiées au travail domestique. Si elles étaient rémunérées au SMIC, ça représenterait un tiers du PIB de la France. Vous rendez-vous compte de la valeur quand même? Donc, c'est du travail domestique qui est gratuit et selon ce qu'on comptabilise, qui est assumé entre 64 et 72% par les femmes. Il y a une étude très récente que j'ai vue sur Welcome to the Jungle qui dit que les salaires des mères au foyer, si leur travail était valorisé, équivaudraient à 6 400 €. Parce que, bon, si vous comptez des astreintes, etc., bon, le travail de mère, c'est quand même pas mal de taf. Heureusement, les choses ont évolué ces dernières années. Par rapport à il y a 25 ans, aujourd'hui, les pères s'occupent 10 minutes de plus par jour de leurs enfants. Je sais pas vous, mais moi, 10 minutes, ça me choque.
Il y a une étude aussi qui est apparue qui montre que les femmes mariées en couple hétérosexuel dorment moins que les femmes lesbiennes ou divorcées ou célibataires. Et donc, dans une famille hétérosexuelle, plus il y a d'enfants, plus la femme va devoir s'adonner à des tâches domestiques ou parentales, ce qui semble logique. Mais souvent aussi, plus il y a d'enfants, moins l'homme va s'investir. Cherchez l'erreur. Donc encore une fois, je vais citer Christine Delphi, cette sociologue, qui dit justement qu'il y a une division sexuée du travail. Et donc, elle théorise le travail domestique gratuit comme un outil d'oppression masculine. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Adam Smith, quand il a théorisé le capitalisme, il a juste oublié ce détail de la force de production, la main-d'œuvre. Qui est-ce qui la geste? Qui est-ce qui la met au monde? Qui est-ce qui l'élève, l'éduque, en prend soin? Adam Smith, je crois que c'était un vieux garçon qui vivait chez sa mère, donc c'est elle qui faisait ses lessives et ses courses et ses repas. Il a tout bonnement oublié dans le système, on compte tout simplement sur ce bénévolat. Tous monnaie sauf ça. Quand même, il y a des choses qui avancent, il y a du positif. On voit aussi, par exemple, que dans les couples, les familles recomposées, le partage des tâches est plus égalitaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé, soit vous-même, soit dans votre entourage. Mais je me dis quand même que si, lorsque Sandrine Rousseau, pour être provocatrice, pour recentrer le débat politique, pour l'écarter de la sécurité, de l'islamophobie, de l'immigration, etc., parle d'amener le non-partage des tâches ménagères comme un délit, de le qualifier comme un délit, et qu'une femme sur deux est favorable à ça, c'est quand même qu'il y a un sujet qu'on ne veut pas adresser, un sujet qui n'est pas individuel, un sujet qui est collectif, qui est sociétal. Et surtout que c'est conscient. 6 hommes sur 10 savent qu'ils devraient en faire plus. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, messieurs, une fois dans votre vie, l'une de ces techniques. Il y en a 6 sur 10 qui font la sourde oreille quand il y a un truc à faire. Ah ben non, j'ai rien entendu. Il y a un bon tiers, un peu plus d'un tiers, qui évoque leur incompétence. Non, mais moi, toi, tu repasses vachement mieux. Moi, je fais des plis, j'arrive pas, c'est mieux que ce soit toi qui le fasses. Il me reste 5 minutes. Donc, je peux vous passer le détail ensuite, si vous voulez. Je voulais aussi vous parler du plafond de verre, que vous connaissez certainement. Plafond de verre. C'est donc cet ensemble d'obstacles qui sont souvent invisibles ou non reconnus, ou minimisés, imposées aux femmes, qui les empêchent d'accéder à des postes à haute responsabilité où elles sont plus valorisées et socialement et économiquement. Alors, au moment où j'ai fait ces slides, il y avait 4 entreprises du CAC 40 dirigées par des femmes. Donc, c'était il y a quelques mois. Je crois que c'est Engie, Veolia, Suez et Orange. Là, si on veut arriver à atteindre les quotas qui ont été proposés par une loi Copé-Zimmermann, il me semble, pour avoir 40% des femmes dans les conseils d'administration, on est encore très loin. Il faudra embaucher 200 femmes ou les promouvoir. Là où l'écart salarial sur des postes considérés bas dans la hiérarchie sociale, ou en tout cas mal rémunérés, l'écart salarial homme-femme va être de 7%. Au niveau des plus hautes sphères, l'écart est de 21%. Pareil dans la politique. En France, on a 39% de femmes à l'Assemblée nationale, 33% au Sénat. On n'a que 20% de mairesses. On est à la 25e position mondiale de représentation féminine dans les parlements. Là encore, biais raciste, hello. Première place, le Rwanda, deuxième place, Cuba. Et là où nous, les femmes, on est heurté à ce plafond de verre, les hommes peuvent bénéficier d'un escalator de verre, c'est-à-dire que lorsqu'ils se dirigent dans des filières majoritairement féminines, ils vont pouvoir progresser et accéder à des postes à plus haute responsabilité beaucoup plus vite. Donc ce n'est pas une question de représentation, c'est une question de biais sexiste.
Falaise de verre, celle-là, vous la connaissiez peut-être pas ou moins. C'est cette tendance des organisations, donc institutions politiques ou entreprises privées, qui sont en crise à pousser des femmes vers des postes à responsabilité au pire moment, au moment où la probabilité d'échouer est beaucoup plus élevée. Quelques exemples. Marissa Mayer, qui a été nommée CEO de Yahoo au moment où l'entreprise avait perdu beaucoup de parts de marché face à Google. Theresa May, qui a été nommée Première ministre britannique en 2016, juste après le référendum du Brexit, et là où le pound avait enregistré une chute spectaculaire, historique. Valérie Pécresse, en 2022, proposée comme candidate alors que son parti avait zéro chance de gagner et qu'il est en crise. Donc il y a deux choses. Il y a autant le risque d'échec que la capacité d'utiliser cette personne comme bouc émissaire et dire que c'est son incompétence qui a fait que. Enfin, autre phénomène, le plancher collant. C'est cet ensemble d'obstacles qui vont retenir les femmes à des fonctions moins valorisées, moins élevées, moins rémunérées, des fonctions ou des métiers, des secteurs. Apparemment, cet effet-là, ce serait responsable de 40% des écarts salariaux. Les femmes sont généralement plus diplômées, elles réussissent plus à l'école, souvent, mais elles vont s'orienter vers des filières moins valorisées. Elles sont souvent découragées depuis petites d'aller vers certains métiers qui sont jugés durs, masculins. Et celles qui se forment à des métiers masculins, entre guillemets, ne sont qu'un tiers, c'est quand même énorme, un tiers à continuer à exercer ce métier-là 5 ans après avoir fini leurs études. Et enfin, pour les emplois précaires, on peut noter que 78% des temps partiels sont occupés par des femmes, et c'est souvent subi, c'est souvent, pour un tiers d'entre elles en tout cas, pour s'occuper d'enfants ou de parents dépendants. Et 70% des intérimaires sont des femmes. Donc pour finir sur une note positive, décrivons ce que c'est qu'une ou un allié. C'est une personne qui ne souffre pas ou ne souffre pas directement de discrimination, mais qui vont participer à l'émancipation d'un groupe opprimé. Ce n'est pas un état de fait, c'est une évolution continue. La déconstruction, ce n'est pas « ah oui, j'ai fait ça la semaine dernière », c'est un processus qui va certainement durer toute notre vie. Pour être un ou une alliée, je vous invite à reconnaître vos biais, déjà. On en a toutes et tous. Donc dire « non, moi je ne suis pas sexiste », c'est un angle mort. Écoutez et observez. Et comme on disait ce matin, écouter, c'est la fermer. Éduquez-vous en autonomie. Il y a plein de ressources aujourd'hui, plein de choses, plein de livres, de BD, de podcasts, de tout ce que vous voulez, d'émissions. Prenez position aussi. Lorsque vous êtes témoin d'une scène, d'un commentaire sexiste, ne laissez pas passer. Achetez des produits de femmes. Moi, j'essaie de concilier ma conscience écologique avec mon féminisme en, par exemple, n'achetant que des livres de femmes. Et les livres d'hommes que je veux lire, j'essaie de les trouver en seconde main, parce que c'est pour soutenir leur travail. Recruter à salaire égal, bien évidemment. Et à ce propos, je vous invite à voir les travaux et les conférences de Marcy Chama et de Florence Chabanois. Et engagez-vous, que ce soit dans des pétitions, des manifs, des assos. Je vous laisse là une slide que vous pouvez prendre en photo avec plein de références et que je peux détailler sur LinkedIn ou Twitter ou après. Et je vous remercie pour votre attention.